Bonjour, bienvenue et bienvenue. Voilà, ça c'est fait. Je me présente, je m'appelle Arnaud Delannoy. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour cette deuxième séquence du Comme en Ordé. Alors ce matin, on a déjà parlé de stratégie d'influence, mais on vous a plutôt, au travers des 3 keynotes et une première séquence de table ronde, présenté le quoi. La stratégie d'influence, de quoi on parle, qu'est-ce que l'influence, qui sont les influenceurs. On vous a donc plutôt défini le quoi. Cet après-midi, avec cette deuxième séquence, et nos intervenants qui vont vous partager leur point de vue et leur retour d'expérience sur le sujet, on va plutôt vous parler maintenant du comment. Voilà, on chemine progressivement dans la méthode pour toute personne ou toute organisation qui s'intéresse à la stratégie d'influence. On va passer du quoi au comment. La deuxième séquence va s'intituler « Quand les influenceurs participent, contribuent à la stratégie des marques ». Pour cela, 3 intervenants, 3 keynotes dans un premier temps. On enchaînera ensuite avec 6 témoignages, 6 retours d'expérience d'experts sur la manière dont on peut aujourd'hui mettre en place une stratégie d'influence quand on est une entreprise, une organisation, ou quand on est prestataire, la manière dont on peut la proposer une offre de service en la matière, avec des bonnes pratiques, mais également avec des choses à éviter. La stratégie d'influence, c'est un sujet qui occupe pas mal l'actualité dans nos domaines actuellement, quand on travaille dans la communication, dans le marketing, dans le digital. C'est devenu quelque chose présenté aujourd'hui comme clé dans une stratégie de conquête, de notoriété pour une marque. C'est tellement devenu bankable, entre guillemets, si j'ose dire, que le marché se professionnalise. De nouveaux acteurs arrivent sur le marché, qu'ils soient côté influenceurs, côté prestataires, et de nouvelles stratégies se mettent en place dans les entreprises. Tout ça, ça veut dire aussi, comme quand il y a un nouveau marché, que ça attire du monde. Ça devient quelque chose auquel il faut s'intéresser parce que c'est rentable. Ça veut dire aussi qu'on peut rencontrer parfois, observer dans l'actualité des bonnes, des très bonnes, mais aussi des mauvaises pratiques. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, cette influenceuse qui, sous prétexte de son audience incroyable, réclamait à un hôtel une chambre gratuite. Elle s'est fait sortir. Un signe fort. Twitter change les règles à partir du 23. Change les règles pour éviter et compenser le phénomène aujourd'hui de mass following, de fake influenceurs, si j'ose dire, de personnes qui, sous prétexte d'une communauté, d'une audience très grande, voire parfois virtuelle, parce qu'on peut acheter aussi une communauté, déforment un peu le marché et finalement ne rendent pas vraiment service, si ce n'est à eux-mêmes. Petite précision avant notre premier intervenant, vous aurez la possibilité pendant la table ronde de poser vos questions en direct. Désolé, c'est pas très agréable, encore moins pour vous, je pense, parce que le son, il est là-bas. Voilà. Vous aurez la possibilité d'interpeller nos intervenants par le biais de l'application. On va venir me voir, je suppose, pour m'aider, en tout cas pour vous éviter ce désagrément. On remplace. Voilà. C'est pas... Si, c'est bon. Ça change la voix, hein, dis donc. Enfin, moi, je n'entends pas pareil, c'est marrant. Alors, vous aurez la possibilité, évidemment, d'interpeller et de poser vos questions à nos intervenants pendant la deuxième partie, la table ronde, grâce à l'application Comme en Ordé. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas téléchargée, ça se fait en 2 minutes sur l'App Store. Hein, donc, vous tapez Comme en Ordé, vous la téléchargez, et vous aurez la possibilité de poser vos questions en direct. On en choisira certaines, et nos intervenants y répondront. Voilà, je vais m'arrêter là pour laisser la parole à notre premier intervenant. Je remercie d'accueillir Guillaume de Quitonon, qui est le dirigeant de l'agence Reach, spécialisée entre autres dans la stratégie d'influence, et qui va nous expliquer en 20 minutes comment activer et comment travailler avec un influenceur aujourd'hui. Merci de l'accueillir. À toi, Guillaume. Bonjour à tous.
Je suis très content d'être là, c'est aussi une première pour moi. Je m'appelle Guillaume, je suis le fondateur de Reach. Reach, comme l'a dit Arnaud, nous on aide les marques à travailler avec les influenceurs du digital. On est une start-up fondée en fin 2015, on a levé des fonds début 2016 et on est une trentaine aujourd'hui. On accompagne pas mal de marques d'univers différents. Et l'idée aujourd'hui, c'est qu'on parle justement de ces stratégies d'influence marketing. Quelles stratégies ne fonctionnent pas, quelles stratégies fonctionnent, comment on travaille avec les influenceurs, avec quel type d'influenceurs. On va essayer de rentrer en 20 minutes parce qu'il y a énormément de choses à dire. C'est un sujet qui me passionne et je pense que si vous êtes là, c'est aussi un petit peu le cas. Et je pense qu'on aura l'occasion aussi de continuer le sujet dans la table ronde et avec vos questions. Alors d'abord, juste petit sondage. Qui ici a au moins un compte sur un réseau social? Bon, plutôt logique. Qui a au moins 100 followers sur un de ces réseaux? Ok, un bon 80%. Qui a au moins 500 followers sur un réseau? On a 50%. Qui a au moins 1000 followers sur un réseau? Ok, 1000 c'est le chiffre à partir duquel on considère qu'on peut être influent. C'est une étude américaine qui donne ce chiffre. Alors évidemment, il faut le prendre avec des pincettes, mais là on était plutôt à 10%. Qui a au moins 5000 followers sur un réseau? Ah, on a quelques influenceurs. Alors en France, il y a 150 000 comptes aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui sont au moins suivis par 5000 followers. Ça donne un peu une idée du potentiel d'influenceurs en France. Alors évidemment, 150 000, c'est un potentiel parce que dans ces 150 000, tout le monde ne se déclare pas influenceur. Tout le monde n'a pas forcément envie de travailler avec des marques. Mais ça donne quand même une idée un petit peu de quel écosystème, on s'adresse. Quand on regarde ces influenceurs, on se rend compte qu'en fait, 82% des internautes aujourd'hui déclarent suivre les conseils de ces influenceurs. C'est plus important que le nombre de personnes qui déclarent suivre les conseils d'un proche. Donc on comprend pourquoi il y a beaucoup de marques et beaucoup d'acteurs dans cet écosystème qui se sont intéressés à ces influenceurs. Et parfois qui s'y sont intéressés un petit peu de la mauvaise manière. Donc l'influence marketing est forcément devenu un levier qui est indispensable. Et alors comment on a pu s'y intéresser de la mauvaise manière? Je voulais illustrer avec quelques exemples assez amusants. Alors ça, c'est la pire chose qu'on puisse faire. C'est un peu le début de l'influence marketing. On se dit, il y a des gens qui ont des communautés. Qu'est-ce que c'est l'influence marketing? C'est acheter un poste. Alors je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais c'est un basketteur qui a copié-collé la consigne. Donc c'est excited to head to city entre parenthèses and join the team name. Donc l'influenceur a oublié de remplacer les champs que lui a donné son agence ou son annonceur. Il y a eu plein d'exemples comme ça au début du développement de l'influence marketing, où en fait on considérait que l'influence marketing, c'est finalement juste acheter l'audience de la personne, donc acheter une prise de parole, acheter un post, acheter un tweet, et donner le contenu qu'on voulait faire passer. Donc c'est complètement oublié que l'influenceur, c'est la somme d'une audience et d'un talent. Là, on ne considère vraiment que l'audience. Donc des exemples comme ça, il y en a eu pas mal au début de l'influence marketing. Alors, il y a eu aussi une autre approche qui est de se dire que l'influenceur, c'est comme un journaliste, et donc on lui push des communiqués de presse qui sont en général non personnalisés, on ne s'intéresse pas vraiment à l'influenceur, ce qu'il fait, de quoi il parle, et donc on lui envoie un communiqué, et aujourd'hui on sait que ce sont des stratégies qui ne fonctionnent pas. Alors on peut se poser la question, c'est quoi finalement l'influence marketing ? Nous, on pense que pour faire de l'influence marketing, il faut faire attention à trois choses. La première, c'est évidemment les influenceurs. Quels influenceurs on choisit? Comment on l'adapte à la stratégie de la campagne? La deuxième chose, c'est l'activation. C'est quelque chose qui est beaucoup oublié aujourd'hui. C'est la réponse à la question « qu'est-ce qu'on fait avec les influenceurs ?» Et nous, on considère que la réponse à cette question, elle est au moins, voire plus importante que le choix des influenceurs. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec les influenceurs donne finalement la stratégie de la campagne, et c'est ça qui fait aujourd'hui que les audiences vont s'intéresser. Et en fait, il y a des centaines de choses qu'on peut faire avec les influenceurs, et aujourd'hui tout le monde se concentre sur le test produit, qui est finalement on va dire le niveau zéro de l'influence marketing, qui est une bonne première étape, mais il y a des centaines d'autres manières de travailler avec les influenceurs.
Et enfin, la troisième chose à faire attention, c'est l'analyse. Parce qu'aujourd'hui, si on travaille avec les influenceurs et qu'on fait de l'influence marketing, il y a le mot marketing dedans et ça veut dire qu'il faut qu'on analyse ce qu'on fait. C'est un levier marketing, donc on doit analyser quelle audience on touche, comment on la touche et quel a été finalement le ROI de l'opération. Donc on va s'intéresser ensemble à ces trois choses. D'abord sur les influenceurs. Je vous ai mis ici une screenshot, alors ça vient de notre technologie, mais c'est une partie des informations qu'on a sur les influenceurs. Alors je ne l'ai pas choisi au hasard, j'ai pris Jérém Star, parce qu'aujourd'hui il est un petit peu, il a été il y a quelques semaines dans l'actualité. Donc sur cette screenshot, vous voyez quelques datas sur cet influenceur. Vous voyez notamment la taille de la communauté. Donc sur Instagram, il a 1 800 000 abonnés. C'est une donnée qu'on a souvent considérée comme essentielle dans l'influence marketing, c'est la taille de la communauté. Or aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, les gens commencent vraiment à comprendre que la taille de communauté, c'est quelque chose qui est pas si important par rapport à la qualité et surtout le taux d'engagement. On peut avoir des communautés qui sont 2 fois plus petites et engager 3 fois plus, et donc avoir un résultat en termes d'engagement qui est beaucoup plus haut. Je vous ai encadré juste dessous la taille de la communauté, je vous ai encadré en rouge un élément important. J'entendais Arnaud parler d'achat de followers, de faux commentaires. Nous, on calcule un trust, ce qu'on peut mettre sur la communauté de l'influenceur. Et par exemple, sur Jérém Star, on voit que cette note de trust, de confiance est de 88%. Ça veut dire qu'on considère qu'il y a une partie de sa communauté qui n'est pas vraiment réelle. Alors, je vous le dis, on a 20 000 influenceurs qui sont inscrits chez Reach. Aucun influenceur n'est à 100%. Ne serait-ce parce que même aujourd'hui, les techniques d'acquisition de followers consistent à aller commenter les posts des influenceurs avec des faux comptes ou avec son compte dans le but de rapatrier l'influenceur en followers. Et donc, on peut être victime aussi des stratégies d'acquisition des autres influenceurs. Donc, personne n'est à 100%. Là, 88%, on considère que le compte est trustable, on peut lui faire confiance. Il y a des comptes qui tombent parfois à moins de 70%. Ça veut dire qu'en fait, quasiment un tiers de la communauté n'a pas vraiment de sens et une fausse communauté. Et puis ensuite, je vous ai encadré, le deuxième encadré à droite en rouge, c'est le taux d'engagement. Le taux d'engagement, c'est une donnée qui aujourd'hui est essentielle. Nous, on regarde tous les influenceurs au regard de son taux d'engagement. Donc là, on voit que Jérém Star, sur son compte Instagram, il engage à 2,77%. Vis-à-vis de sa taille de sa communauté, c'est un taux d'engagement qui est assez bon. On reviendra justement sur les différentes typologies d'influenceurs, mais aujourd'hui, un influenceur de cette taille, donc, qui est devenu un top influenceur, ça arrive qu'ils engagent en général en dessous de 2%. Donc il est, d'ailleurs, on le voit, il y a un petit indicateur bleu, il est dans le top 30%, donc les 30% d'influenceurs de cette taille qui engagent le plus. Puis ensuite, on peut venir analyser énormément de data. Aujourd'hui, on est capable de récupérer le profil sociodémographique des followers. Est-ce qu'on touche la bonne cible? Est-ce que ce sont des femmes? Quel âge ils ont? Ce sont des données soit qui sont fournies par les réseaux, soit qu'on vient récupérer. Nous, comme aujourd'hui Instagram ne nous fournit pas ces données-là sur la majorité des comptes d'influenceurs, on a développé un outil qui nous permet d'aller, par exemple, regarder les followers de cet influenceur, à quel endroit il poste. Et si 90% de ses followers postent à Paris, on considère que c'est un Parisien. Et ensuite, on fait de l'analyse de la reconnaissance faciale pour savoir si ce sont plutôt des hommes si les followers sont plutôt des hommes et dans quelle tranche d'âge ils sont. Donc voilà comment aujourd'hui on est capable d'analyser et vraiment d'avoir une vision rationnelle et marketing du choix des influenceurs et qu'on ne doit plus aujourd'hui choisir l'influenceur juste parce que ses contenus sont sympas ou parce qu'on a entendu parler de lui et on pense que c'est un bon influenceur. Les influenceurs, justement, ils sont séparés aujourd'hui en 3 strates. On a la top tail, donc les plus gros influenceurs, qui sont souvent les influenceurs stars que tout le monde connaît, Norman, Enjoy Phoenix, Cyprien, qui ont souvent plusieurs millions d'abonnés. Et puis, en dessous de ça, on a la mid-tail. Nous, on travaille beaucoup avec ces typologies d'influenceurs parce que ce sont des influenceurs qui ont des communautés qui sont plus confidentielles, mais particulièrement engagées. Je vous ai montré le taux d'engagement de Jérém Star de 2,77%. Un influenceur de la moyenne traîne, c'est pas rare qu'il ait un taux d'engagement qui soit de plus de 4%. Il y a des influenceurs qui ont des taux d'engagement de 8, 10, parfois 12%. Et on comprend pourquoi, c'est que les communautés étant plus petites, les points communs sont plus forts que chez un gros influenceur qui a tendance à devenir un média. Et puis ensuite, on a la long tail.
tous les influenceurs débutants, les micro-influenceurs, qui ont des tailles de communauté qui sont beaucoup plus petites et qu'on va utiliser pas forcément justement pour cette taille de la communauté, mais plutôt pour leur talent. Ce sont des influenceurs qui sont très intéressants si on veut faire de la création de contenu, qu'on veut générer assez rapidement beaucoup de contenu assez varié à pouvoir réutiliser, et on pourra y revenir peut-être en question, mais ça donne des stratégies d'influence qui sont tout à fait différentes. Donc en fait, moi l'idée de vous montrer cette pyramide, c'est de vous dire qu'il y a ces 3 strates, et qu'il n'y a pas une strate qui est meilleure que l'autre, il y a juste une strate qui répond à des objectifs marketing différents. Sur la top tail, on va plus être sur des stratégies d'image, d'association d'images d'un top influenceur avec un lancement d'un produit ou d'un service. Sur la mid tail, on va chercher à générer de l'engagement, générer le maximum d'engagement, le maximum de pouvoir de prescription. Et sur la long tail, on va plutôt utiliser ces influenceurs comme créateurs de contenu, donc vraiment le côté talent et création de contenu. Donc chaque strate a vraiment son intérêt. Maintenant qu'on a parlé un petit peu des influenceurs, on va parler de l'activation. Donc c'est ce que je disais au début, c'est la réponse à la question qu'est-ce qu'on fait avec les influenceurs, qui est une question qui est fondamentale et qui nous permet de sortir du simple test produit ou du test de service. Aujourd'hui, on se rend compte que si on réfléchit à l'activation, en fait, tous les secteurs peuvent mener des stratégies d'influence marketing. Parce que justement, c'est trouver le lien entre l'ADN de la marque ou du secteur et la prise de parole avec les influenceurs. Si on se contente du test produit, on a l'impression qu'on peut faire de l'influence marketing que dans la mode, dans la beauté, alors qu'en fait, on peut faire de l'influence marketing dans le domaine bancaire, dans le retail, pour des sujets qui sont parfois délicats, pour prendre la parole comme la rencontre, le dating. Donc dès qu'on trouve finalement le bon angle de communication des influenceurs, on arrive à faire de l'influence marketing dans à peu près tous les secteurs. Je voulais illustrer avec quelques exemples. Alors malheureusement, en une dizaine de minutes, c'est difficile de traiter tous les sujets. Alors là, je voulais vous parler d'un cas, c'est le cas du lancement de Heineken, la bière 0.0. Donc Heineken a sorti une bière sans alcool l'année dernière, et l'idée, c'était d'activer les influenceurs pour parler de cette bière. Donc on est dans une mécanique assez classique de test produit, avec un twist, c'est qu'en fait, l'idée, c'était pour Heineken de récupérer du contenu pour son propre compte Instagram. Donc là, on s'est naturellement orienté vers la long tail, parce qu'on voulait pouvoir activer beaucoup d'influenceurs qui allaient créer des contenus qui étaient très différents. Si on était parti sur de l'influenceur star, on aurait eu quelques contenus, et donc on n'aurait pas eu la variété qu'attendait Heineken. L'idée de ces contenus, c'était toujours un angle, c'était la consommation de la bière sans alcool dans un moment de consommation où d'habitude on ne boit pas de la bière. Donc il nous fallait des contenus d'influenceurs qui boivent de la bière au bureau, à la plage, au petit déjeuner, enceinte. Donc vraiment aller montrer la consommation de la bière dans un moment qui n'est pas un moment de consommation classique. Donc on a fait une opération où on a activé une cinquantaine d'influenceurs qui ont chacun joué le jeu justement de cette méthode, enfin de ce moment de consommation différent de la bière. Et tous ces contenus, principalement sur Instagram, ont été récupérés par Heineken. Et c'est des contenus qui ont généré des taux d'engagement sur Instagram qui pouvaient atteindre 5 ou 6%, même quand ils étaient postés sur le compte de Heineken. Et donc ça montre que quand on se sent proche de ces contenus, donc dans le contenu d'influenceurs, on a des taux d'engagement qui sont plus hauts que sur des contenus corporate. D'ailleurs, il y a, pour faire une petite parenthèse là-dessus, il y a des opérations qui se basent vraiment là-dessus, du côté proximité des contenus. Aujourd'hui, si par exemple vous sponsorisez un contenu sur Facebook, plutôt que de sponsoriser un contenu corporate, vous sponsorisez un contenu d'influenceur qui a déjà bien marché de manière organique, comme on se sent plus proche de ce contenu-là, on a en général des coûts de sponsorisation qui sont inférieurs parce qu'ils sont faits au nom de l'influenceur et sur une communauté qui lui est proche. Donc ça, ce sont aussi des stratégies d'influence marketing qui sont extrêmement efficaces. Je voulais vous montrer une deuxième stratégie dans un univers tout à fait différent. C'est une stratégie pour Adopt un mec. En fait, pour vous expliquer qu'est-ce qui nous a mené à cette stratégie, c'est qu'on a d'un côté Adopt un mec. Adopt un mec, pour rappel, c'est un site de rencontre qui joue principalement sur les codes du e-commerce. Jusque son logo c'est un panier d'achat. Donc on joue extrêmement toute la com de Adopt un mec, c'est les codes du e-commerce. Nous, on devait faire une stratégie d'influence marketing. On s'est dit, aujourd'hui, les codes de qu'est-ce qui fonctionne dans l'influence marketing? Quels sont les codes de l'influence marketing? Il y a une mécanique qui est très utilisée par les influenceurs, c'est l'unboxing. L'unboxing, c'est quoi? C'est l'influenceur qui est face à sa caméra sur YouTube et qui ouvre les cadeaux qu'elle a reçus pendant la semaine venant des différentes marques. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse des contenus où on mixe l'ADN d'Adopt un mec, qui est un ADN qui est extrêmement e-commerce,
avec l'unboxing, qui est un type de contenu qui est très utilisé par les influenceurs. Et ben, on a fait un unboxing de mecs. Donc on a envoyé des mecs aux influenceurs, aux influenceuses, avec des influenceuses qui étaient plutôt humour, parce que justement l'idée c'était de traiter le sujet avec beaucoup de second degré. Tout a été évidemment scénarisé. Et ça a donné, je vais vous montrer un petit peu le début de la vidéo, si ça va bien être lancé. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. On va faire un unboxing. Alors je suis ravie car j'ai trouvé un produit extrêmement rare, difficile à se procurer, d'où mon excitation. Alors déjà, en regardant le paquet, je peux constater que c'est très bien emballé, ça a l'air bien protégé. Concernant la livraison, j'ai passé commande lundi dernier. J'ai pris la livraison express de chez Speedy Colis. Donc si je compte bien, ça fait 3 jours aujourd'hui, ce qui est très convenable pour une livraison express. Bravo Speedy Colis. Allez, on y va. Ok. Ah bon c'est assez fidèle à la photo en fait, ouais. J'ai pris le modèle Julien 24 ans de chez Adopt un Make et du coup reste plus qu'à le tester. Donc j'ai ici la liste de description du produit. Alors du coup petit 1, test physique. Bon fais-moi rêver. J'ai arrêté là. Hein. Donc l'idée c'était vraiment de jouer sur ces codes-là. Ce qui est assez intéressant, c'est que donc Amy, qui est une des influenceuses qui a été activée, il y avait 5 influenceuses plutôt de taille importante. Cette vidéo, elle a fait un petit peu plus de 800 000 vues. Et elle fait partie des vidéos aujourd'hui d'Amy qui ont généré le plus de vues. Donc ça répond souvent à la question qui est quand on fait une campagne sponsorisée par une marque, en fait, le contenu peut aussi très bien fonctionner parce que c'est pas le fait que ce soit sponsorisé ou pas sponsorisé, c'est juste est-ce qu'il y a une originalité dans le contenu et est-ce que le contenu plaît à la cible qui a l'habitude de regarder cette influenceuse. Donc voilà sur ce cas. Alors on aura peut-être l'occasion d'échanger sur différentes mécaniques d'activation dans la table ronde. Dernier point sur les stratégies d'influence marketing. Une fois qu'on a déterminé ses influenceurs, choisi sa mécanique d'activation, on vient analyser les résultats. Et pour ça, on a différentes données. Évidemment, on vient regarder la taille des communautés activées, ce qu'on appelle le reach, qui aujourd'hui, on le sait, ne veut plus dire grand-chose, puisqu'on peut être suivi par 1 million d'abonnés sur Facebook. Ça ne veut pas dire que 1 million d'abonnés vont être touchés par le contenu. Donc en général, on en vient souvent au KPI phare de l'influence marketing, qui est l'engagement, le nombre de likes, de partages, de commentaires. Et c'est un KPI aussi qui est très intéressant parce qu'il est comparable entre tous les réseaux. C'est un des seuls KPI justement où on peut comparer les réseaux. Donc voilà, on vient analyser les performances au global par influenceur. C'est extrêmement important. Quand on travaille avec la mid-tail, on a l'habitude d'activer 10, 20, 30 influenceurs, donc c'est de savoir quels influenceurs ont été les plus performants, sur quel réseau, à quel moment, et évidemment, est-ce qu'on a touché la bonne cible? Est-ce qu'on a bien touché la cible qui était initialement la cible pour laquelle on avait choisi cet influenceur? Donc aujourd'hui, c'est un métier sur lequel on est capable d'avoir vraiment de la data et de l'analyse, et qu'on n'est plus obligé de faire au doigt mouillé. Et d'ailleurs, ma dernière slide, je l'ai consacrée à une question qu'on nous pose souvent, qui est est-ce qu'on peut analyser vraiment le ROI de l'influence marketing? Nous, on pense qu'il y a 3 méthodes pour le faire et que c'est possible. La première méthode, c'est la méthode évidente, c'est la méthode des ventes. C'est de savoir si l'influence marketing a généré des ventes. Alors attention, cette méthode n'est pas toujours applicable. Déjà parce que beaucoup de réseaux aujourd'hui ne permettent pas de mettre des liens. Donc c'est compliqué, on perd beaucoup de tracking. Alors évidemment, on peut utiliser des codes promo. Donc par exemple sur Instagram aujourd'hui, sur un post, on ne peut pas mettre un lien et donc on ne peut pas remonter au trafic sur le site. En revanche, on peut mettre un code promo qui est dédié aux influenceurs. Mais on sait qu'il y a des taux d'utilisation qui sont réduits. Il y a aujourd'hui, par exemple, sur les stories, c'est un peu compliqué d'envoyer sur du code promo et le lien n'est pas forcément énormément cliqué. Donc on perd un peu de données, il faut le savoir quand on utilise cette méthode. Deuxième méthode qu'on utilise assez souvent, c'est la méthode comparative. Alors ça, si vous êtes face à un client ou si vous-même vous avez un historique assez important de campagne, en fait, on peut comparer les résultats d'une campagne d'influence marketing et les engagements qui sont obtenus, les KPI qui sont obtenus, au coût habituel de ces engagements. Nous, par exemple, on accompagne Kellogg's. Kellogg's, aujourd'hui, ils ont des KPI par rapport à leur campagne d'affichage, leur campagne télé. Ils savent que quand il y a tant de personnes touchées, ça coûte tant. Et donc, en fait, on vient comparer ces coûts-là au coût de l'influence marketing. Donc ça, c'est bien quand on a un client qui a un historique de campagne qui est important, qui nous permet de savoir ça. De la même manière, un client qui a l'habitude de faire du paid, si on sait son coût par
engagements sur Facebook, qu'on fait une campagne d'influence marketing et qu'on obtient un certain nombre d'engagements, on peut comparer quel a été le coût économisé finalement. Et enfin, troisième méthode assez intéressante, il y a une société américaine qui s'appelle Heisenberg qui a sorti une matrice qui nous donne un tarif, une valeur de chaque engagement. C'est-à-dire qu'ils ont par exemple déterminé qu'un like sur Facebook, ça avait telle valeur. Un commentaire sur un blog, comme c'est plus engageant, ça a telle valeur. Et donc chacun des différents engagements sur les différents réseaux sociaux ont une valeur. Et donc en passant les résultats d'une opération d'influence marketing sur cette matrice, on arrive à connaître l'earned media value de la campagne. Donc ça, c'est assez intéressant. Nous, on a essayé d'adapter cette matrice qui est initialement prévue pour les États-Unis. On l'a adaptée un petit peu au marché français. Alors on pourrait aller encore plus loin parce que logiquement, il faudrait l'adapter à chaque industrie. Mais c'est déjà une bonne approche. Voilà, je crois pile dans les temps. Merci à tous pour votre attention. Merci. Merci Guillaume. Merci.